Dans la prison, le psychiatre Gilbert va de cellule en cellule. Göring s'efforce de prendre un air dégagé, mais ses mains agitées d'un tremblement mal contenu, ses yeux humides, sa respiration haletante, montrent qu'il est au bord de la crise nerveuse. Un peu plus tard, il confiera au coiffeur de la prison: Eh bien, qu'ils me pendent. De toute manière, ce sont des piètres tireurs. C'est peut-être pour cela qu'ils ne veulent pas nous coller au mur. J'avais bien pensé qu'il y aurait 11 condamnations à mort, sans compter Bormann. Tout de même, pour Jodl, cela m'a surpris. Je croyais qu'il pendrait Raeder. Ribbentrop, visiblement éprouvé, arpente sa cellule en murmurant: À mort, condamné à mort. Je ne pourrai même pas écrire mes mémoires. On me hait donc tant que cela, tant que cela. Kaltenbrunner, lui aussi, est incapable de se dominer. Kettel et Jodl donnent libre cours à leur indignation. Non parce qu'ils sont condamnés à mort, mais parce que la pendaison leur paraît particulièrement infamante. Le plus révolté, le plus affolé de tous, est certainement Sauckel. Il croit avoir découvert une erreur de traduction, et il est persuadé que sa condamnation est basée uniquement sur cette faute technique. Il en parle à tout le monde, aux coiffeurs, aux médecins, aux psychiatres. La nouvelle de son désespoir se répand dans toute la prison, et finalement Seyss-Inquart, lui-même condamné à mort, lui écrira une lettre de consolation. Au jour de nos plus grands triomphes, nous fûmes au premier rang. À présent, dans le plus grand malheur, nous devons également occuper cette place. Notre dignité aidera le peuple allemand à construire son avenir. 2 semaines s'écouleront encore, 15 journées interminables, lourdes d'une terrible tension. Dans les cellules, on entend, venant de la salle de gymnastique, des grincements de scie, des coups de marteau. Le 15 octobre, les condamnés semblent deviner que le grand moment approche. Presque tous sont en train de lire. Quelques-uns écrivent leurs dernières lettres. Frank, Seyss-Inquart et Kaltenbrunner, les 3 seuls catholiques, se confessent et communient, chacun dans sa cellule. Vers 22 heures, le médecin Muck, comme tous les soirs, apporte à Göring un somnifère, un comprimé de seconal qui fait dormir vite, mais dont l'effet se dissipe rapidement. Göring avale le comprimé, puis d'un ton indifférent demande si cela vaut la peine de se déshabiller. Le médecin s'en tire avec une réponse évasive. Certaines nuits sont très brèves. Il ignore ce que Göring, le matin même, a dit au coiffeur. Demain, on n'aura sans doute plus besoin de vous. Je vous lègue mon rasoir et mon blaireau. Malheureusement, il sourit soudain d'un air entendu, je ne puis en faire autant pour ma pipe. Lorsque je quitterai cette cellule pour la dernière fois, je la briserai contre la porte. À 22h45, la sentinelle affectée à la garde de Göring observe par le judas que le prisonnier, couché sur son lit de camp, se conduit bizarrement. Ce sont d'abord les mains qui agrippent convulsivement la couverture, puis les spasmes s'étendent aux bras. Le visage se crispe, les jambes s'agitent, le torse se jette à gauche à droite. Il se cabre. « Hé !» Le cri de la sentinelle retentit dans le couloir. L'officier de service accourt, ouvre la porte, se penche sur l'ex-maréchal. Déjà les spasmes commencent à s'apaiser, mais l'énorme corps reste tordu sur lui-même, légèrement appuyé sur les coudes. La respiration est haletante, des gouttes de sueur roulent sur le visage. L'officier et la sentinelle comprennent que le prisonnier leur échappe. Ils le soutiennent, lui tapotent les joues, mais sans conviction. Le médecin, prévenu entre-temps, croit d'abord qu'il s'agit d'une crise cardiaque. Mais soudain, le visage de Göring devient absolument bleu. Le corps retombe, un dernier râle et c'est fini. À l'arrivée du colonel Andrus, responsable de la sécurité à l'intérieur de la prison, Göring est mort. L'Américain, d'un geste nerveux, glisse un papier dactylographié dans la poche de sa tunique. Cette feuille qu'il vient juste de recevoir, il allait en donner lecture à Göring. C'est le rejet de son recours en grâce par le Conseil de contrôle interallié de Berlin. À présent,
Il n'a plus besoin de l'annoncer au condamné. Le médecin procède à quelques constatations sommaires. Puis il se redresse, considère le colonel Andrus, hoche la tête. Cyanure, je suppose. Merci, docteur, murmure l'Américain. Tenez, mon colonel, s'exclame la sentinelle, ramassant sous le lit une sorte de petite cartouche en laiton. L'étui qui a contenu l'ampoule de poison. Un peu plus tard, on découvrira d'ailleurs des éclats de verre dans la bouche du mort. D'où vient cette ampoule? Qui l'a procurée à Göring? On ne le saura jamais avec certitude. Cependant, il semble qu'elle fut remise à l'ex-maréchal par un autre détenu de Nuremberg, le général SS Vondenbach-Zelewski. Celui-ci, chaque fois qu'il croisait Göring dans les couloirs, le saluait avec un respect excessif, sans doute pour égayer les gardiens et endormir leur vigilance. Jusqu'au jour où, profitant d'une de ces rencontres fortuites, il poussa sa comédie jusqu'à lui serrer longuement la main. Ce récit, fait par Bach-Zelewski lui-même, laissa les enquêteurs sceptiques jusqu'au jour où, en 1951, il remit aux Américains une seconde ampoule dont la forme et le contenu étaient absolument identiques à celle de Göring. Si bien que l'on peut aujourd'hui considérer le mystère comme éclairci. Bien entendu, ce suicide in extremis mit le colonel Andrus dans une rage terrible. Il fit immédiatement fouiller pour la 100e fois les cellules des autres condamnés. Quelques heures plus tard, il contempla, atterré, le butin ramassé par ses hommes. Une vis pointue chez von Neurath, un flacon de verre, un seul éclat suffit pour s'ouvrir les veines, chez Ribbentrop, une grande épingle à nourrice cachée dans une chemise, 4 boulons, 2 rivets aiguisés, une bande d'acier en forme de lame chez Kettel, une grosse corde d'1 mètre chez Schacht, 30 cm de fil de fer chez Jodl, 5 lacets noués chez Dönitz, une cuillère au manche aiguisé chez Sokal. N'importe lequel de ces objets aurait permis à son possesseur de se suicider. Et dire que jusqu'à cette nuit, les hommes chargés des fouilles n'avaient jamais rien découvert. Le suicide de Göring ne changea cependant rien à l'horaire établi. Quelques minutes avant 1 heure du matin, le 16 octobre, s'ouvre la porte de la cellule de Ribbentrop. 2 MP américains, buffleterie blanche et casque au reflet d'argent, l'encadrent pour le conduire à la salle de gymnastique, de l'autre côté de la cour. Dans le vaste hall éclairé à giorno, se dressent 3 échafaudages peints en noir. 13 marches montent aux plateformes, surmontées chacune par sa potence. Pour citer la description très simple du docteur Flücker, le condamné se place sur une trappe qui s'ouvre dès que le bourreau lui a passé la corde au cou. Le condamné fera une chute correspondant à un étage. La base de l'échafaudage est masquée par des draperies noires. 2 médecins américains constatent le décès. Mentionnons qu'avec ce système de pendaison, la mort n'est pas immédiate. Cependant, le supplicié perd connaissance en une fraction de seconde. Tout se déroulera avec un maximum de rapidité. Les quelques témoins se trouvent dans une zone d'ombre. 4 généraux américains, 8 journalistes sélectionnés, le docteur Ogner, ministre-président de Bavière, qui assiste à l'exécution en tant que représentant du peuple allemand. Un parfum de whisky et de cigarettes blondes se mêle à l'odeur de la sciure. Le bourreau, sergent-chef John C. Woods de San Antonio, Texas, sait se montrer expéditif. Aidé par ses 2 assistants, il s'empare du condamné, lui lie avec un lacet noir les mains dans le dos, le pousse sur les marches qu'il montera, toujours encadré par 2 MP qui le soutiennent par les aisselles. Dehors, la meute des journalistes doit se contenter d'entendre le bruit sourd de la trappe. À 1h01, c'est le tour de Ribbentrop. Comme tous ceux qui lui succéderont dans cette dernière promenade, il profite de l'autorisation de prononcer une ultime déclaration. Que Dieu protège l'Allemagne. Sur le point de mourir, j'exprime l'espoir qu'elle puisse conserver son unité et que l'Ouest et l'Est arriveront à s'entendre sur ce point. La cagoule noire, l'ouverture de la trappe. Pour l'ex-ministre des Affaires étrangères du Reich, c'est fini. Les déclarations des autres sont de la même veine, à l'exception de Frank qui remercie la Cour pour sa clémence,
et de Stretcher qui jouera toute une comédie. Il a refusé de s'habiller, il refuse de marcher. C'est donc en tricot de corps et caleçon long qu'il sera traîné par les gigantesques MP à travers la cour et sur l'échafaud. Son dernier cri, Heil Hitler, à moitié couvert par le fracas de la trappe, résonne jusqu'au comble du palais. 12 minutes après la constatation du décès de Seyss-Inquart, on apporte le corps de Göring sur une civière pour le placer au début de la rangée des suppliciés. Puis, un photographe de l'armée prend de chaque corps 2 clichés, le premier vêtu, le second nu. Ces images, revêtues du cachet top secret, resteront pendant 10 ans dans les archives américaines. On ne saura jamais comment, quelques jours plus tard, elles échoueront dans le bureau rédactionnel d'une grande revue américaine, qui, bien entendu, s'empressera de les publier. À 4 heures du matin, on charge 11 caisses en forme de cercueil sur 2 camions de l'armée américaine. Ils seront escortés sous le commandement d'un général français et d'un autre, américain, par une Jeep et une voiture fermée, chacune munie d'une mitrailleuse. Bien entendu, les journalistes les prennent en chasse. À toute allure, le convoi file sur la route de Fürth. À Erlangen, arrêt brutal. La Jeep se place en arrière-garde et un officier avertit les journalistes que, désormais, il serait très dangereux de s'obstiner à suivre le transport. Puis la colonne disparaît dans les brumes matinales. Bien plus tard seulement, on saura que les corps furent les mêmes jours incinérés à Munich, dans le plus grand secret, et les cendres répandues quelque part dans les eaux de l'Isar. À l'époque, les autorités alliées craignaient que des fanatiques n'élèvent une sorte de chapelle païenne à l'endroit où furent dispersés les restes des anciennes idoles. Aujourd'hui, cette éventualité paraît bien lointaine. La prison de Spandau dans la banlieue de Berlin est une curiosité politique. C'est l'unique endroit du monde où aujourd'hui les anciens alliés collaborent comme au temps de leur victoire commune. Mais l'importance de la prison s'arrête là. En 1959, 99% des gens ne savent même plus ce qui s'est passé dans cette prison. Les 7 condamnés à des peines de détention, qui s'inquiète encore de leur sort? Neurath, âgé de 81 ans, fut gracié en 1954. L'opinion mondiale n'aurait certainement pas protesté si Adenauer, chancelier d'Allemagne fédérale et champion de la liberté occidentale, n'avait eu l'étrange idée de lui envoyer un télégramme de félicitations. En octobre 1955, ce fut au tour de Raeder de retrouver la liberté. Un an plus tard, Dönitz quitta la vieille forteresse, suivi bientôt par Funk. Quant aux acquittés, si Fritsch est mort en 1953, des suites d'une opération d'un cancer, Papen et Schacht se portent bien. Ils eurent certes des ennuis avec les tribunaux allemands de dénazification, mais ils s'en tirèrent à bon compte. Quand on a des relations aussi puissantes que le Vatican ou la haute banque américaine. Que reste-t-il aujourd'hui du plus grand procès de l'histoire? Quelques conventions et principes juridiques, chiffons de papier pour les uns, règles à observer pour d'autres. Peut-être aussi le vague souvenir de l'étrange époque où des ministres et des commandants en chef durent rendre compte de leurs actes devant une cour internationale. Le triomphe de la justice, voir autant en emporte le vent.